Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que vous faites un travail très important et c'est important pour nous aussi de voir qu'il y a des gens qui transmettent les recherches des laboratoires vers nos jeunes dans le secondaire. Aujourd'hui, je vais effectivement parler de machines moléculaires et comme Wiebke Drenkan l'a indiqué au départ de sa conférence, on travaille dans un institut qui s'intéresse à la matière molle et elle avait placé tout à gauche de son graphe des différents objets qu'on retrouve en matière molle, les systèmes vivants. Et elle les avait définis comme des systèmes actifs. Et aujourd'hui, j'aimerais faire ce lien entre moteur moléculaire et système actif, soit des systèmes qu'on va retrouver déjà comme existants dans le vivant, soit en tant que système qu'on va pouvoir créer à partir de molécules artificielles pour rendre des systèmes purement synthétiques actifs et peut-être un jour arriver à ce qu'ils miment les fonctions du vivant. Donc ces machines moléculaires, elles existent, comme je le disais, à deux niveaux. Dans les systèmes vivants, on en rencontre sans les voir tous les jours, puisqu'elles fonctionnent à l'intérieur de nos cellules, pour effectuer des fonctions qui sont clés dans le maintien des fonctions du vivant. J'ai mis ici quelques exemples. En bas à gauche, quand on parle de copie du matériel génétique, par exemple, d'une cellule à l'autre, eh bien, on va mettre en jeu des systèmes qui utilisent des moteurs moléculaires pour répliquer la molécule d'ADN, pour transcrire la molécule d'ADN en molécule d'ARN messager, ou encore pour traduire cet ARN messager en protéines. À toutes ces étapes de transformation du code génétique jusqu'à l'expression des protéines de structure, protéines de fonction à l'intérieur des cellules, vous avez des machines moléculaires qui rentrent en jeu. Également dans les processus de transport, vous avez un exemple ici à gauche d'une molécule qu'on appelle kinésine. On appelle d'ailleurs un marcheur kinésine. On comprend tout de suite pourquoi en voyant cette petite vidéo d'animation, qui va pouvoir déplacer sur son dos ici des vésicules à l'intérieur des cellules sur des rails qui sont en fait des microtubules, donc des complexes de protéines qui sont organisés à l'intérieur de la cellule, qui définissent des routes que peuvent emprunter ces kinésines pour transporter ces vésicules d'un point bien précis à l'autre de la cellule. On a également les processus de mouvement qui vont être possibles grâce à ces moteurs moléculaires. On pensera immédiatement à nos muscles, qui sont en fait un ensemble de moteurs moléculaires de myosine qui glissent sur des filaments d'actine et qui s'amplifient en coordonnant les mouvements de milliards de protéines les unes avec les autres pour amplifier le mouvement de l'échelle du nanomètre jusqu'à l'échelle macroscopique. Et puis on y pense peut-être moins souvent, mais beaucoup de processus de biosynthèse à l'intérieur des cellules sont également assurés par des moteurs moléculaires. Et là, j'ai mis un exemple très intéressant, c'est celui de l'ATP synthase. Donc vous savez que pour assurer la majorité des processus vivants, vous avez besoin d'une source d'énergie chimique, qui est la molécule d'ATP, l'adénosine triphosphate. Et cette molécule d'ATP, il faut la synthétiser. Eh bien, ce qui permet de la synthétiser au sein des cellules, c'est une machine moléculaire qui va utiliser une énergie mécanique pour former une liaison très énergétique qui lie un phosphate inorganique à une molécule d'adénosine diphosphate via un pont phosphodiester. Alors, je voudrais prendre cet exemple ici de l'ATP synthase et passer quelques minutes pour expliquer des processus qui finalement sont communs à l'ensemble des machines moléculaires dans le vivant, mais qui vont rester également communs aux machines moléculaires qu'on va rencontrer ensuite au sein de systèmes artificiels. Donc évidemment, pour que ce soit une machine, et là on peut prendre l'analogie de ce qu'on connaît aux échelles macroscopiques, on va avoir des systèmes qui sont capables de produire un travail mécanique. Ça va rester vrai au niveau de l'échelle microscopique, nanoscopique. On a également des systèmes qui sont capables d'utiliser, de convertir et de produire différents types d'énergie. Par exemple, ce marcheur kinésine est capable de consommer une molécule d'ATP pour produire un mouvement. Donc, il transforme une énergie chimique
en énergie mécanique. Ici, c'est le contraire avec l'ATP synthase. Vous avez une énergie qui provient d'un gradient de protons qui va être utilisé pour transformer l'énergie dans une liaison chimique. Et donc, on va pouvoir, comme ça, transcrire différents types d'énergie les unes dans les autres en utilisant cet intermédiaire mécanique. Alors, comment ça se passe pour transcrire cette énergie dans le cas de l'ATP synthase? Dans l'autre sens. Alors, d'abord, il faut savoir que cette transformation se passe au sein des mitochondries, qui sont des organites au sein des cellules, à l'intérieur desquels, dans la matrice de la mitochondrie, on va retrouver un processus que vous connaissez, qui est la transformation biochimique du cycle de Krebs, qui va en fait utiliser ce que vous absorbez comme nutriments, glucides, protéines, lipides, pour les transformer et en tirer de l'énergie. Et cette énergie, lors du fonctionnement du cycle de Krebs, elle est obtenue sous la forme de molécules avec un potentiel redox, avec un très fort potentiel réducteur, notamment le NADH, qu'on appelle nicotinamine adénosine dinucléotide, et qui est un des produits relâchés du cycle de Krebs. Donc, ce NADH, vous le retrouvez ici, et il va avoir tendance à donner des électrons à un certain nombre de complexes, ici, protéiques, qui se trouvent à l'interface entre cette matrice ici, en jaune clair de la mitochondrie, et cet espace qu'on appelle espace intermembranaire en orange foncé. Donc, dans cette membrane phospholipidique, ici, à l'interface, vous avez un ensemble de complexes protéiques qui vont être capables de récupérer les électrons produits par le cycle de Krebs et les transformer le long d'une cascade redox à des composés de moins en moins réducteurs ou de plus en plus oxydants. Et lors de ce passage des électrons, cette énergie va être récupérée, donc ce potentiel redox va s'abaisser et il va être utilisé pour pomper des protons du milieu matriciel vers l'espace intermembranaire. Vous voyez ces électrons qui passent ici à une quinone, qui passent à un troisième complexe, via un cytochrome, un quatrième complexe, et à chaque passage dans des complexes, vous pompez 4 protons. Donc vous transformez un gradient redox en gradient de protons. Donc vous allez concentrer vos protons ici dans cet espace intermembranaire, et ça résulte en une autre source potentielle d'énergie. Pourquoi? Parce que ce gradient de protons, il va vouloir s'abaisser, et ces protons vont vouloir repasser ici vers la matrice de la mitochondrie. Et pour repasser, ils vont utiliser un canal qui traverse la machine moléculaire d'intérêt ici, qui est l'ATP synthase. C'est le passage de ces protons à travers ce complexe protéique d'ATP synthase qui va créer la mécanique du système, qui va forcer cette ATP synthase à rentrer en rotation. Donc ici, vous avez une structure cristallographique de cet objet qui est représenté schématiquement ici, avec la partie intermembranaire qui correspond à la partie en rotation. Cette partie en rotation, vous voyez qu'elle est attachée à une autre partie ici qui descend dans cette partie qu'on appelle F1 de l'ATP synthase, qui est cette grosse partie ici dans l'espace matriciel. Et on voit qu'il y a un doigt comme ça qui pénètre à l'intérieur de la partie F1 et qui la déforme. Et en fait, cette partie ici, F1 de l'ATP synthase, c'est une partie enzymatique qui est capable de catalyser la condensation de l'ADP avec le phosphate pour former l'ATP. Et cette réaction hautement endo-énergétique, elle est possible grâce à la déformation mécanique de cette partie enzymatique aussi au sein de cette protéine. Donc vous voyez ici que le gradient de protons qui s'abaisse, donc c'est simplement de la diffusion ici par loi de Fick, va entraîner un mouvement mécanique qui va déformer la partie catalytique, qui va permettre la synthèse d'une liaison hautement énergétique. Alors cette ATP synthase, elle a quand même un poids moléculaire qui est très élevé, 600 000. Pour une molécule, ça commence à être quelque chose de très gros.
L'efficacité de ce processus, si on prend l'ensemble de ce qu'on appelle ici la chaîne respiratoire, donc ce qu'on a comme énergie en termes de gradient redox et de résultats en termes de condensation d'ATP, on est à 40% de rendement, ce qui est extrêmement élevé. Et simplement, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez idée de combien chacun d'entre vous produit en quantité d'ATP chaque jour? Est-ce que vous avez un ordre de grandeur à me donner? Au hasard, si vous ne connaissez pas la réponse. Personne n'a une idée. La moitié de votre poids de corps. Donc tous les jours, vous synthétisez, alors ça dépend de chacun, on va dire entre 30 et 40 kilos d'ATP. Alors ça montre à quel point ces systèmes sont actifs et sont capables de produire une énergie continue qui permet de les maintenir en vie. Parce que si un des processus ici s'arrête, soit vous arrêtez de manger et votre cycle de Krebs stoppe, soit vous avez des fuites dans le système qui fait que l'ATP synthèse ne marche plus bien, et bien vous allez tout simplement mourir. Voilà. Donc on a besoin de rester dans cette dynamique qu'on appelle hors équilibre thermodynamique pour rester en vie, et ces machines sont absolument indispensables pour maintenir ce flux énergétique. Alors pourquoi ça tourne? Pourquoi ce gradient ici entraîne une rotation de la machine moléculaire? Donc j'ai remis ici une image de l'ATP synthèse. Il y a cette partie transmembranaire qui est importante, qu'on appelle C12, qui est en rotation. Et elle est en rotation par rapport à cette partie A, ici, qui est fixe. Et entre cette partie C12 et cette partie A, vous avez le canal à protons. C'est par là que les protons vont passer du milieu intermembranaire vers la matrice mitochondriale. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de ce passage des protons, c'est très intéressant. Vous avez en fait ici, dans cette partie bleue, qui sont des hélices alpha, des résidus aminoacides qu'on appelle acides aspartiques, qui peuvent exister soit sous la forme des protonés, aspartate, chargés, très hydrophiles, soit sous leur forme protonée, c'est juste un échange de protons dans un équilibre acide-base, acide aspartique, hydrophobe, qui va, lui, être plutôt, avoir tendance à passer ici du côté de la bicouche de phospholipides qui est elle-même hydrophobe. Donc vous avez des lipides ici tout autour. Quand l'aspartate se fait protoner ici par ce proton, ça devient un acide aspartique, et ce système a tendance à devenir soluble ici, dans cette partie, qui est la partie hydrophobe de la bicouche phospholipédique. Et puis il y a un autre point ici, qui est un endroit où cet acide aspartique se fait déprotoner en aspartate, qui devient hydrophile et qui a tendance maintenant à rentrer dans cette partie, ici à l'interface entre les sous-unités A et les sous-unités C. Et au moment où ça se fait déprotoner, le proton peut emprunter la deuxième partie du canal à protons ici et ressortir dans l'espace matriciel. Donc vous voyez ici que vous avez deux phénomènes, un phénomène de protonation-déprotonation et une désymétrisation spatiale entre l'endroit qui est protoné et l'endroit qui est déprotoné. Et ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez protoner, le système va avoir tendance à tourner vers la droite ici, enfin, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour être précis. Et dès qu'il va être déprotoné, ici, cette partie hydrophile va également avoir tendance à rentrer ici. Donc si vous avez un gradient de protons, eh bien, le système va se mettre automatiquement à tourner vers la gauche. C'est une sorte de, ce qu'on pourrait imaginer au niveau macroscopique, d'un phénomène à cliquet, où on laisse le système ne tourner que dans un sens particulier. Et c'est parce que le système tourne dans un sens particulier qu'il va être capable de produire un travail mécanique continu. Et ça, je vais essayer d'insister là-dessus lors de cette conférence. Donc ça, on peut le voir également de manière plus détaillée. On peut remonter jusqu'aux structures cristallographiques de ces objets. On peut recréer des animations. Vous voyez ici le cliquet. Alors ici, c'est un résidu qui se trouve sur la partie A, qui est en fait une arginine, qui est protonée, et qui vient protoner à son tour l'acide aspartique, ici, et qui fait faire le tour de cette roue à cliquet. On a même pu attacher ici, sur cette roue à cliquet, des microtubules fluorescents
et on peut, en microscopie optique, simplement regarder ce bras, ce microtubule tourner sur l'ATP synthase. Alors, pourquoi on a ce phénomène de cliquet? Après tout, on a plein de machines à l'échelle macroscopique qui fonctionnent sans cliquet. Je ne sais pas si vous aimez faire du vélo, moi j'adore ça. Et vous avez tous fait l'expérience que quand vous montez une pente en vélo, vous ressentez une difficulté qui vient de la force de gravitation. Et ça, c'est la force principale qui s'exprime au niveau macroscopique, cette force de gravitation qui va être couplée avec des forces d'inertie, c'est-à-dire que vous avez tous l'expérience à l'échelle macroscopique, lorsque vous lancez un objet, de le voir avancer sur une certaine distance, et vous pouvez même prédire sa direction et la distance qu'il va parcourir avec les éléments de la mécanique classique. Donc ça, c'est l'expérience qu'on a tous les jours à l'échelle macroscopique du mouvement. Quand on va descendre en échelle ici, ce truc fonctionne, c'est bien, c'est trop bien, voilà. Quand on va descendre en échelle, l'expérience du mouvement d'objets microscopiques va être totalement différente. D'abord, on va se retrouver dans un mouvement extrêmement désordonné, c'est-à-dire que les collisions entre molécules, par exemple, dans un liquide, vont être très fréquentes et faire qu'une particule va avancer selon une trajectoire qui devient non déterministe, mais qui est statistique et qui est décrite par le mouvement brownien. Donc ça devient impossible de prédire à quel endroit exact sera une particule après un certain nombre de collisions. L'autre effet important est que les forces de gravitation et d'inertie n'ont plus lieu d'être dans ce monde microscopique, et ce qui va devenir extrêmement important, c'est la viscosité. On a des milieux extrêmement visqueux. Et ça va avoir une conséquence, c'est que les équations en fait, du mouvement vont devenir indépendantes du temps. C'est ce qui se passe à un nombre de Reynolds petit, qui définit ces équations du mouvement, et qui a donné lieu ici à une analogie qu'on appelle le théorème de la coquille Saint-Jacques, et qui explique très bien qu'en raison de la non-importance du temps dans les équations du mouvement, ce que vous voyez à l'échelle macroscopique d'une coquille Saint-Jacques qui avance, vous savez, en fermant ses valves comme ça, de manière très rapide, puis les ouvre lentement dans l'eau de mer, ne peut pas se passer au niveau d'un milieu brownien, tout simplement parce que le mouvement de va-et-vient annule le travail qui est produit par la coquille Saint-Jacques. Donc, il n'est pas possible d'avoir une coquille Saint-Jacques à l'échelle du nanomètre. Et il va falloir trouver d'autres moyens pour produire un mouvement. Alors, ce moyen, il a été popularisé, je dirais, mais sur la base de fondements mathématiques très solides, par plusieurs physiciens, mais notamment Richard Feynman, qui est un prix Nobel de physique. Lui, il a travaillé sur l'électrodynamique quantique, mais il s'est aussi intéressé à ce qui pouvait se passer au niveau du mouvement à des échelles très petites. Il a notamment fait une conférence célèbre dont le titre est mis ici, There's plenty of room at the bottom, qui veut dire en gros, il y a beaucoup de choses à faire à l'échelle très petite, et qui a proposé ce qu'on appelle aujourd'hui le cliquet de Feynman. C'est une expérience de pensée qui démontre un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire à l'échelle nanoscopique pour produire un travail mécanique. Et lui, l'idée qu'il développe ici, c'est un système qui va être moléculaire, mais qui va être représenté ici comme une machine macroscopique. Et le but de cette machine, ça va être de lever un poids de masse M. Cette machine, elle contient un axe, ici.
la masse M est attachée par une corde à cet axe, et le but, ça va être de faire tourner cet axe dans une direction particulière pour pouvoir lever le poids. Ce qui est démontré mathématiquement, je ne vais pas mettre les équations ici, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, attacher à cet axe un système de pales qu'on va placer dans un milieu où ces pales vont rentrer en collision avec les particules de ce milieu, qui sont dans un mouvement brownien, dans ce cas-là. Et donc, à chaque collision, les pales vont pouvoir tourner dans un sens ou dans un autre, et donc plus ou moins lever le poids. On voit bien que dans un système brownien désordonné, il va y avoir autant de chocs qui vont arriver par la droite que par la gauche, et le poids va monter et descendre. Et donc, on ne pourra pas produire de travail mécanique de manière continue avec un objet de cette sorte. Donc, la seconde idée, c'est d'ajouter ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'idée de cliquet, d'ajouter maintenant de l'autre côté de cet axe une roue dentée avec, vous voyez, une dentition qui n'est pas symétrique, avec une pente ici faible, et puis une pente très forte sur l'autre partie de la denture ici, et d'avoir ici un système de cliquet avec un ressort qui va appuyer sur cette roue. Donc, ce qu'on peut se dire maintenant, c'est que si mes particules ici arrivent de la gauche, le système va avoir tendance à tourner vers la droite, mais la pente ici est très forte. Donc, le système va être retenu et ne va pas pouvoir tourner. En revanche, si les particules arrivent de la gauche, le système va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, le cliquet va pouvoir passer cette plante plus douce et donc pouvoir laisser passer. Il y a une sorte de tri, on peut imaginer un tri, où les mouvements vers la gauche sont favorisés par rapport à des mouvements vers la droite. Alors, ça paraît très attractif, mais si on regarde ça d'un point de vue mathématique précis, ça ne peut pas marcher non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi des molécules en collision dans ce compartiment T2 qui vont faire que le cliquet va se lever sous le fait du choc des nanoparticules, et à ce moment-là, la roue va repartir en arrière. Et en gros, tout ça, c'est lié au fait que vous ne pouvez pas violer le second principe de la thermodynamique qui vous dit que dans un système isolé, l'entropie doit augmenter. Et en fait, le fait de produire un mouvement directionnel correspond à une diminution de l'entropie de votre système. Donc, il faut payer quelque part l'énergie pour produire un mouvement directionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Feynman apporte aussi la réponse. Il dit ce qu'il faut, c'est que les températures dans les deux compartiments soient différentes. Donc, vous ayez un gradient de température entre T1 et T2, et que l'abaissement de cette énergie potentielle, donc l'abaissement de ce gradient thermodynamique, va permettre ensuite de monter ce poids. Mais là, il y a encore un problème, c'est qu'on parle d'objets qui sont nanométriques, et faire des gradients de température à cette échelle, ce n'est pas du tout évident. Donc la dernière solution, et c'est la solution qui va être utilisée par l'ensemble des machines microscopiques dont je vais vous parler aujourd'hui, et qui est aussi valable pour la TP synthèse dont je viens de parler, c'est d'utiliser deux sources d'énergie différentes, typiquement une énergie thermique, plus une énergie qui va s'occuper ici de faire que le cliquet va choisir entre les mouvements qui viennent de la gauche et les mouvements qui viennent de la droite. Et en consommant cette énergie, alors vous pourrez faire monter votre poids et produire un travail sur votre environnement. Donc, sachant ça et voyant les jolies machines biomoléculaires existant dans les cellules, les chimistes de synthèse se sont intéressés à la possibilité de synthétiser des moteurs artificiels. Et là, je voudrais rendre hommage évidemment à mon collègue ici à l'Université de Strasbourg, Jean-Pierre Sauvage, et également au professeur Stoddart, récemment décédé, au professeur Feringa, qui ont obtenu donc en 2016, il y a maintenant bientôt 10 ans, un prix Nobel sur le sujet pour la conception et la synthèse des premières machines moléculaires. Donc, en fait, quand ils ont commencé à travailler sur ces sujets, ils ne se sont pas directement intéressés à synthétiser des machines, mais ils ont commencé à s'intéresser à quelque chose d'encore plus fondamental, qui consiste à assembler deux ou plusieurs molécules dans ce qu'on appelle des liens topologiques ou des nœuds topologiques. Ça, en fait, ça vient d'un intérêt
de ces objets en mathématiques, notamment. Et l'idée, c'était de dire, si j'ai deux anneaux moléculaires, est-ce que je suis capable d'entrelacer ces deux anneaux pour faire une nouvelle sorte de liaison et les deux anneaux ne pourront pas être séparés l'un de l'autre. Ou alors, est-ce que je peux réussir à faire une molécule où un anneau est traversé ici par un axe? Et vous voyez que l'axe ne peut pas sortir en raison ici des éléments encombrés à chaque bout de l'axe. Donc, ils ont commencé à s'intéresser à ces choses-là, notamment sauvages. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire deux anneaux? On prend deux moitiés d'anneaux, on les préassemble ici à l'aide d'un ion cuivre 1 qui fait un complexe ici tétraédrique avec ce qu'on appelle ici des ligands phénanthroline. Et une fois que ce système est assemblé, préassemblé, on ferme de part et d'autre ici les anneaux pour obtenir ce complexe. Et une fois qu'on a enlevé le cuivre, on a deux anneaux entrelacés. Alors on peut le faire de manière statistique sans préassembler le système. On ferme juste des anneaux et puis de temps en temps, une fois sur 1000, sur 100 000 ou sur 1 million, vous avez les anneaux qui se ferment ensemble. Mais ce qu'a montré Sauvage, c'est qu'on pouvait arriver à des très bons rendements en préassemblant ici ces objets. Il a montré autre chose d'important, c'est que ces anneaux, on allait pouvoir les déplacer l'un par rapport à l'autre en changeant par exemple ce cuivre 1 qui lie deux phénanthrolines avec un cuivre 2 qui va préférer un autre état ici de coordination, qui est une bipyramide trigonale. Et au lieu d'associer ici cette phénanthroline bleue avec cette phénanthroline rouge, pour faire ça, il va associer cette terpyridine verte. Donc ce système va tourner ici autour du premier macrocycle de 180 degrés pour osciller suivant le degré d'oxydation du cuivre. Donc il suffit d'enlever ou d'ajouter un électron ici et le système tourne sur lui-même. Vous voyez qu'il n'y a pas encore de directionnalité ici, mais on peut lier cette liaison qu'on appelle mécanique à un mouvement. On peut commencer à avoir des mouvements de large amplitude au niveau des molécules elles-mêmes pour imaginer ensuite construire des objets plus complexes. Alors on peut le faire aussi avec des rotaxanes, on peut bouger des macrocycles ici sur des rotaxanes, on va changer les sites de liaison, par exemple en changeant le pH, et on va pouvoir obtenir différents états de la molécule. Par exemple, Stoddart avait fait un petit ascenseur à l'échelle nanométrique avec un tripode ici et un triple macrocycle associé à la partie basse. Et en changeant simplement le système du pH, en protonnant ces boules vertes, il peut ici monter ce tris macrocycle d'une hauteur de 0,7 nanomètres par rapport à la surface. On peut comme ça revenir aussi à la position basse en changeant à nouveau le pH. Mais tous ces systèmes qui oscillent entre deux positions obéissent en fait également aux lois de la thermodynamique. Ce qu'on fait, c'est qu'on a une machine ou une particule ici dans un état thermodynamiquement stable. On change le système en le protonnant, par exemple. On va changer ce profil énergétique où l'état thermodynamiquement stable va devenir celui-ci. Et le système va pouvoir changer de position. Mais quand on va revenir à la position initiale, on va revenir exactement par le même chemin. Et en revenant par le même chemin, le travail qu'on va produire va s'annuler au fur et à mesure qu'on va cycler le système. Et donc, on ne va pas pouvoir extraire un travail mécanique de ce type de machine. D'ailleurs, on les appelle, dans ce cas-là, simplement des commutateurs moléculaires. Donc, comment on peut faire pour arriver à un système qui va cycler unidirectionnellement un mouvement, qui va être capable de produire un travail mécanique, qui ne va pas contrevenir à la seconde loi de la thermodynamique? Là encore, on va utiliser des cliquets, mais cette fois-ci au niveau moléculaire, qui vont utiliser une source d'énergie pour changer ce profil énergétique de manière cyclique et de manière à ce que la particule ici se déplace toujours dans le même sens. Et l'idée générale ici, ça va être d'avoir un changement d'état A vers un changement d'état B, mais qui va se produire par des chemins réactionnels qui sont différents. Donc on n'a plus de micro-réversibilité ici au niveau du système. On a une trajectoire qui est unidirectionnelle. Et à partir de ce moment-là, en cyclant le système, on va pouvoir augmenter le travail qui est délivré sur le système. Comment on peut faire ça? Alors là, j'ai montré un premier exemple.
d'un collègue à l'université de Bologne, Alberto Credi. On reprend cette liaison mécanique. Ce macrocycle ici va vouloir venir se fixer sur cet axe. Donc on est dans le cas d'un rotaxane. Et il va vouloir venir se fixer au niveau de cet ammonium secondaire qui est protoné et qui a une forte interaction pour tous ces oxygènes ici au niveau du macrocycle. Donc il a le choix de rentrer soit par la gauche ou soit par la droite. Vous voyez qu'à droite, c'est légèrement encombré, ce cyclopentyle ici, et ça se traduit par un profil énergétique qui correspond à ça. Si je rentre par la gauche, ici par l'unité verte, j'ai une énergie d'activation qui est relativement faible et je peux venir lier mon ammonium ici, qui est l'espèce thermodynamiquement stable. Si je veux rentrer par la droite, c'est plus compliqué parce que j'ai cet encombrement stérique ici. Mais maintenant, ma partie verte ici, c'est un azobenzène qui va pouvoir changer de conformation sous irradiation UV. C'est ma deuxième source d'énergie. Pour faire ça, j'ai besoin d'un peu de température pour passer cette énergie d'activation. Mais ensuite, j'ai une deuxième source d'énergie, c'est une énergie lumineuse qui va isomériser cet azobenzène et qui va faire qu'il va se trouver ici en conformation 6. Quel est le résultat sur le diagramme énergétique? C'est qu'en passant en conformation 6, à gauche, ici, j'augmente énormément la barrière énergétique parce que maintenant, stériquement, je ne peux plus ressortir le macrocycle vers la gauche. D'autre part, j'ai une compression ici qui se fait sur le macrocycle. Donc je vais augmenter un petit peu cet état thermodynamique et le macrocycle va sortir vers la droite maintenant. Donc on voit que le système, si on l'isomérise en continu, fait que les macrocycles rentrent par la gauche et sortent par la droite. On a maintenant une unidirectionnalité du mouvement et on va pouvoir imaginer extraire un travail de ce type de machine. On a maintenant un système cyclique où il n'y a pas de réversibilité microscopique et où le système devient complètement directionnel. Alors on peut faire ça avec d'autres sources d'énergie, pas forcément de l'énergie lumineuse. Là aussi, on peut utiliser un potentiel redox. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez, l'idée, ça va être de pomper des macrocycles sur cet axe et de les collecter ici, sur cette partie aliphatique, de collecter plusieurs macrocycles. Donc là encore, d'aller contre la seconde loi de la thermodynamique. On va concentrer les macrocycles en un endroit bien précis de la molécule. Le macrocycle, c'est celui-là, il est très chargé. Il va être bloqué ici également par une partie qui est chargée sur cette molécule. Mais quand on va réduire le système intermédiairement, on va se retrouver dans un état ici où le macrocycle va pouvoir rentrer. Ici, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais ensuite, en oscillant entre système réduit et système oxydé, on va changer notre potentiel énergétique à la manière d'un cliquet et on va pousser les macrocycles à chaque fois à venir se concentrer ici au sein de ce collecteur. Une autre manière de faire une machine synthétique, c'est de faire des systèmes qui n'utilisent plus maintenant la liaison mécanique, mais qui utilisent des isomérisations de double liaison pour produire des moteurs rotatifs. Ça, c'est le travail notamment développé à partir de 1999, et ce travail qui a valu le prix Nobel à Ben Feringa, où il a démontré que sur des alcènes encombrés de ce type, je vais mettre le mécanisme ici, voilà, de cette transformation, mais je vais simplement expliquer ce petit schéma ici, cette petite animation. Il a démontré qu'en isomérisant ici une double liaison photochimiquement, et en couplant cette photoisomérisation avec ce que vous voyez là, ici, on appelle une inversion d'hélice. Alors là, il y a des problèmes de chiralité, etc., qui rentrent en jeu. On pouvait arriver à produire un mouvement de rotation unidirectionnel. Et évidemment, on peut expliquer ça à nouveau par un diagramme énergétique. Et puis, on peut travailler ensuite sur les différentes énergies liées à chaque étape, soit les énergies photochimiques, soit les énergies qui sont franchies ici par effet thermique, de manière à accélérer cette rotation.
et arriver à des fréquences de rotation de ces moteurs de l'ordre du mégahertz. Donc on arrive à faire tourner ces moteurs 1 million de fois par seconde. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Des voitures, par exemple. Donc ça, c'est un exemple tout à fait approprié pour de la vulgarisation scientifique. Ça a quand même été publié dans Nature, donc c'est des choses qui sont quand même solides scientifiquement, évidemment, mais qui parlent. L'idée, ça a été de faire un châssis ici et d'accrocher 4 moteurs sur ce châssis rotatif qui vont jouer le rôle des roues, comme les roues d'une voiture. De déposer cette voiture sur une surface et de mesurer son déplacement ensuite avec ce qu'on appelle un STM, qui est de la microscopie à champ proche, où on peut suivre le déplacement de l'objet quand on l'éclaire. Alors les 4 roues vont se mettre à tourner en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans votre voiture, votre roue avant droite, quand vous avancez, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et votre roue avant gauche tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, si on veut reproduire ça à l'échelle moléculaire, ce n'est pas simple, parce qu'il faut que les moteurs de la roue avant droite et de la roue avant gauche tournent dans des sens opposés. Donc, il faut contrôler ici, de manière très fine, la chiralité de ces objets pour pouvoir déterminer précisément quel moteur on place au niveau de quelle roue. Mais en tout cas, une fois qu'on fait ça correctement, alors il a fait l'exemple avec les 4 roues qui tournent dans le même sens et la voiture tourne en rond. Ça a été vraiment montré. Mais donc, quand on a des roues de chiralité différentes, on peut suivre donc cette voiture qui avance sur la surface. Et si vous allez à Groningen, la ville de naissance et l'université de Benferinga, vous pourrez voir dans les rues ce modèle de sa nanocar qui est exposé en différents endroits de la ville et qui change de place régulièrement. Une application un petit peu plus, avec un potentiel peut-être un peu plus important, qui a été démontré ici par James Tour, qui a inséré ce type de moteur rotatif dans des membranes phospholipidiques. C'est des moteurs un peu plus compliqués, il faut des ancres ici pour s'accrocher à la surface. Et puis on peut avoir encore plus compliqué des molécules qui ciblent des cellules particulières, par exemple des cellules cancéreuses. Et il a montré que quand ces moteurs tournaient suffisamment vite pour créer des trous dans la membrane phospholipidique et faire expulser le cytoplasme qui conduisait à la mort cellulaire, donc de manière à détruire des cellules cancéreuses. Nous, on a montré dans notre équipe, par exemple, qu'on pouvait aussi attacher des moteurs comme ça. Alors, vous voyez, c'est un moteur rotatif ici qui a 2 pieds attachés à une surface, 2 bras qui sont des ligands qui vont s'attacher à des récepteurs cellulaires, ici des cellules immunitaires humaines, vivantes. Et en faisant tourner ces moteurs, on va entrelacer ici les pieds et les bras du moteur et transformer cette rotation en un mouvement de traction sur les récepteurs cellulaires. Et par des phénomènes qu'on appelle de mécanotransduction, on va induire des cascades biochimiques à l'intérieur de la cellule. Ici, on a une sonde fluorescente qui nous montre l'effet de tractage du moteur sur ce récepteur cellulaire et la réponse de la cellule. Donc on peut imaginer comme ça, en nanomédecine, arriver à fabriquer des objets qui, dans le futur, pourront aller stimuler certaines cellules de manière très précise mécaniquement. Et ces phénomènes de mécanotransduction, ils sont connus pour être très importants, soit pour la différenciation cellulaire, la mort cellulaire, le mouvement des cellules, etc. Donc ça peut être des cibles très, très intéressantes pour la suite. Autre exemple ici avec des moteurs rotatifs, on a attaché ces moteurs rotatifs à des canaux. Là, des canaux à potassium qui passent ici par des macrocycles de ce type-là. Ces macrocycles s'empilent. On voit ici les atomes, les molécules d'eau et en bleu les atomes de potassium qui traversent ce canal. Et quand les moteurs sont activés sur les côtés de ces canaux, le canal se met à vibrer et à transporter les ions de plus en plus rapidement. Donc on peut mesurer ici la vitesse du transport. Et là aussi, on peut imaginer avoir des actions sur des systèmes cellulaires. L'autre question qu'on s'est posée dans mon équipe, c'est comment coupler ce type de mouvement pour essayer d'amplifier leur réponse mécanique du nanomètre jusqu'à l'échelle macroscopique. Et l'idée qu'on a eue, qui est assez simple ici,
c'est de lier des moteurs rotatifs les uns avec les autres, avec des paires de chaînes polymères, de manière à ce que lorsque les moteurs tournent, alors il faut que les deux moteurs dans ce cas-là tournent dans le même sens, on puisse enrouler ces chaînes polymères. Alors ici, sur deux moteurs, on voit tout de suite ce qui se passe. Les deux moteurs, en enroulant les chaînes polymères, doivent venir spatialement se rapprocher l'un de l'autre. Et on peut imaginer, en introduisant cette transmission, maintenant on n'a plus simplement un moteur isolé, mais on a des moteurs avec des éléments de transmission. C'est toujours important dans une machine d'avoir une partie moteur, une partie transmission, comme dans une voiture. On peut imaginer amplifier maintenant le mouvement. Alors ces objets, on les a fabriqués. Voilà un moteur, par exemple, qui... alors dans ce cas-là, il n'y a qu'un moteur, mais il est fermé sur lui-même avec deux chaînes polymères. C'est des chaînes de polyéthylène glycol qui sont assez longues. On peut imager ces moteurs par AFM ici. Et ce qui se passe quand vous éclairez ce système, c'est qu'en tournant, le moteur va entrelacer les chaînes polymères qui forment cette figure en 8, et le système va se contracter. On est toujours à l'échelle moléculaire ici. Mais ça ressemble à un petit jouet avec lequel vous vous êtes peut-être amusé quand vous étiez jeune. Je suis sûr que Wiebke s'est amusé avec ça. Là, ces petites toupies à cordes. Là. Vous avez deux cordes qui traversent la toupie, vous lancez le disque, ça enroule les cordes, il y a une tension qui se crée, et ensuite ces cordes, elles peuvent si vous tirez un peu dessus, ça se déroule, mais le disque repart en arrière. Et ça, on l'a observé au niveau moléculaire. Donc on a vu qu'on pouvait enrouler ces objets avec notre source d'énergie externe, qui est ici de la lumière, mais quand on stoppe la lumière, il n'y a plus d'énergie pour pousser notre système au rééquilibre thermodynamique, et le système se met à revenir en arrière. Donc au-delà de l'amusement ici et de l'analogie macroscopique, ça nous a permis de mesurer les vitesses de retour en arrière et de déterminer les forces générées par ces moteurs. On a pu comme ça, pour la première fois, mettre un chiffre. Alors je vais pas, ça c'est le diagramme énergétique qu'on a déterminé, mais je vais juste vous montrer des chiffres. On peut stocker de l'énergie maintenant quand ces molécules, ces polymères sont enroulés. Ce système emmagasine de l'énergie et il utilise ensuite cette énergie, une fois tendue, pour se dérouler, pour produire un travail, en fait, en isomérisant cette double liaison du moteur. Et on peut comme ça déterminer un travail qui est produit et une force également, et on peut rapprocher ça de systèmes comme l'ATP synthèse. L'ATP synthèse, il produit par exemple un torque ici de 40 piconewtons nanomètres. Notre moteur de 7 piconewtons nanomètres, donc on est dans le même ordre de grandeur, mais on a une molécule qui est 1000 fois plus petite que l'ATP synthèse ici. Donc ce qu'on peut faire avec un moteur ou deux moteurs, on peut ensuite imaginer de le faire avec plein de moteurs. Donc imaginons maintenant que vous avez une infinité de moteurs dans un réseau relié par des paires de chaînes polymères. Vous avez maintenant un matériau. Ce matériau, c'est un matériau gel. Dans ce cas-là, ce n'est pas une mousse, mais c'est quelque chose qui est relativement mou et déformable, mais qui ne coule pas, et qui a un réseau chimique. Et ce réseau chimique, si vous l'activez, eh bien, va enrouler les polymères du réseau par ces nœuds de réticulation qui sont actifs, et ça va conduire à une contraction du matériau. Donc ça, c'est ce qui va se passer de manière très schématique à l'échelle moléculaire, mais à l'échelle macroscopique, vous avez votre morceau de gel qui se met à se contracter. Ça, on peut ensuite le décliner voilà, en jouant sur différentes possibilités, et notamment on va pouvoir créer des actionneurs qui maintenant, en utilisant une source d'énergie lumineuse, vont pouvoir se replier à l'image un peu d'un muscle artificiel et vont pouvoir, par exemple, lever des poids. Alors c'est intéressant, on voit qu'on peut lever ici, dans ce cas-là, 2800 fois la masse du moteur. Ça correspond, si on prend l'ensemble polymère moteur, à 100 fois la masse du matériau sec, ce qui est évidemment très intéressant. On peut également rendre le système réversible.
en utilisant plusieurs types de moteurs. Et ici, je vous montre comment nous avons fait. Nous avons attaché ces moteurs à des unités qu'on va appeler maintenant dissipateurs, qui en fait maintiennent l'enroulement du moteur tant que celui-ci est irradié dans l'UV. Donc l'enchevêtrement des chaînes se fait. Et puis avec de la lumière visible, on va dérouler l'autre partie. Et donc on va désenchevêtrer les chaînes. Et donc on va arriver à des systèmes qui là encore sont complètement hors équilibre thermodynamique. Je vous montre simplement ici l'autre unité qui a été utilisée pour dérouler ces chaînes. Et on a des systèmes qui peuvent se contracter ou s'étendre, mais qui, là encore, n'utilisent pas le même chemin pour se contracter ou pour s'étendre. Donc on peut complètement maintenir le système hors équilibre thermodynamique et continuer de produire du travail quand on cycle des extensions et des contractions. Voilà. Alors, j'ai parlé de sources d'énergie lumineuse pour ces moteurs rotatifs. Et récemment, on a été amené à travailler en collaboration avec un collègue à l'université de Manchester, qui a développé des premiers moteurs rotatifs qui utilisent une source d'énergie chimique. Et c'est intéressant parce que ces moteurs sont des objets qui sont capables d'effectuer la transformation d'un carburant chimique en produit de dégradation sous la forme d'un catalyseur. C'est-à-dire que le moteur, pour tourner, à chaque tour, va transformer ce carburant chimique et donc être régénéré, et donc c'est un catalyseur. Comment ça fonctionne? Vous avez un petit peu ici l'animation vidéo de cette rotation. Donc ce qu'il faut, c'est en fait réguler évidemment précisément à l'échelle atomique. Il faut qu'il y ait exactement le bon enchaînement d'atomes ici, donc c'est compliqué à mettre au point. Mais il faut qu'il y en ait un système ici qui tourne presque à 360 degrés, mais pas tout à fait, avec ici un blocage qui est effectué par deux acides carboxyliques. Et ces deux acides carboxyliques, on va pouvoir les condenser avec ce qu'on appelle le carburant chimique, qui est ici un agent de couplage. Et à ce moment-là, on va pouvoir franchir cette petite barrière énergétique, donc passer de l'autre côté des 360 degrés de la rotation. Et puis ensuite, on va hydrolyser cet anhydride d'acide pour former un système qui va pouvoir à nouveau rentrer en rotation sur l'autre partie de la trajectoire. Le vrai cycle de transformation chimique, il est montré ici. Vous avez un diacide, vous avez un anhydride, donc ça se fait par condensation grâce à ce fuel chimique. Et ici, vous avez cette isomérisation ici entre ces deux anhydrides qui sont en fait énantiomères l'un de l'autre, qui sont images miroirs et non superposables l'un de l'autre. Et cet anhydride, il peut ensuite être hydrolysé en ce diacide qui va lui-même isomériser ici entre ces deux formes énantiomères. Et toute l'astuce ici, ça va être de faire que cette condensation dans ce sens-là aille plus vite que la condensation dans ce sens-là, et que l'hydrolyse dans ce sens-là aille plus vite que l'hydrolyse dans ce sens-là. Comment on fait ça? On utilise un agent de couplage chiral, ici, et un agent d'hydrolyse chiral. Si on fait ça, on peut démontrer que ce cycle va se faire dans un sens plutôt que dans l'autre sens, et que la molécule va se mettre à tourner de manière unidirectionnelle en moyenne. Des fois, il y a des erreurs, ça dépend de l'excès énantiomérique et de l'efficacité de la catalyse asymétrique du système, mais en moyenne, on a une rotation unidirectionnelle, et ça utilise aussi un principe de système à cliquet, comme on les a définis depuis le début. Donc on a attaché ça maintenant avec nos polymères dans ce travail collaboratif. On a pu à nouveau former des gels. On a maintenant des gels qui consomment une source d'énergie chimique, qui peuvent se contracter. Et ce qui est intéressant, c'est que si je change la nature de mon carburant, je prends un énantiomère au lieu de l'autre, je vais changer le sens de rotation de mon moteur et je vais aller d'une contraction vers une extension et inversement. Donc simplement en choisissant la chiralité ou l'excès énantiomérique de mon fuel, je peux changer la réponse mécanique macroscopique. Donc vous liez ici en fait un phénomène de catalyse moléculaire, de catalyse asymétrique,
à un mouvement macroscopique mécanique, ce qui est complètement nouveau au niveau des systèmes synthétiques, mais en fait, c'est ce qu'utilise la nature au niveau des moteurs biomoléculaires, qui sont, dans 99% des cas, également des enzymes. Donc ça répond à la question comment on transforme une source d'énergie chimique en mouvement mécanique. Et en plus, comment on peut le transférer à l'échelle macroscopique. Alors ces gels, on peut les imager, on peut regarder l'énergie qu'on met dedans, ça se fait par des expériences de rhéologie, et ensuite on peut relier nos diagrammes énergétiques de façon très simplifiée ici, où on connaît les énergies moléculaires, aux énergies qui sont finalement stockées à l'intérieur de ce gel. Et on peut donc ensuite extraire des chiffres qui nous disent eh bien, combien d'énergie chimique j'ai pu convertir en énergie mécanique, ici avec des rendements qui sont très importants. Alors c'est pour une partie du cycle seulement, mais ça reste très important. Je crois que j'ai encore 5 minutes, me semble-t-il, c'est ça 5 Un peu plus que 5 okay. Ces choses-là peuvent aussi servir à déstabiliser des structures auto-assemblées, donc ces structures un peu de la matière molle dont parlait Wiebke, des structures qui sont formées par des liaisons faibles pour s'organiser à différentes échelles de taille. Et ici, on a un autre exemple où un moteur a été intégré, également avec mon équipe ici, dans un réseau qui est également un gel, mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle un gel physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison covalente entre les molécules, mais il y a simplement des interactions ici qui se passent sous forme de liaison hydrogène entre ce dipeptide ici et ce moteur tétraacide et cette bipyridine. Si vous mélangez tout ça, vous avez un co-auto-assemblage qui forme un hydrogel, donc dans l'eau, ça se gonfle, et ça vous donne un matériau. Voilà. Ces hydrogels, ils sont utilisés dans plein d'applications. Et on les retrouve également dans des processus biologiques dont je vais parler. Et l'idée, c'était de dire ici, après tout, si ce moteur il est intégré dans une structure à liaison faible, quand il va bouger, est-ce que la structure à liaison faible va pouvoir se casser ? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on observe à l'état macroscopique ? Quand j'irradie mon système avec de la lumière UV, je vois que je passe d'un gel à une solution, donc il semble qu'il se passe quelque chose. Et si je regarde au niveau microscopique, par exemple par AFM, je vois que mon gel, alors un gel, c'est un ensemble de réseaux de chaînes polymères. Ici, les chaînes polymères sont supramoléculaires. C'est gonflé d'eau. On peut regarder en zoom ici avec de microscopie à champ proche ces fibres. On voit que ces fibres en fait sont des espèces de rubans qui contribuent à la solidité de ce gel. Et les moteurs sont intégrés en fait dans ces rubans. On n'a pas une résolution moléculaire ici, on est loin de là, mais il y a les moteurs à l'intérieur. Et quand ces moteurs se mettent à tourner, ils cassent tout le réseau. Donc ce système est complètement détruit. Tant que le moteur tourne, quand on arrête de faire tourner le moteur, le réseau se reconstruit. On revient à l'état thermodynamiquement stable. En fait, ces fibres, elles sont formées de fibres de bêta, c'est bêta sheets en anglais, de feuillets bêta plissés en français, excusez-moi, qui s'empilent les uns sur les autres dans des ensembles qu'on appelle bêta-amyloïdes. Peut-être que bêta-amyloïdes, vous en avez entendu parler dans la maladie d'Alzheimer. Beaucoup de maladies, d'ailleurs, neurodégénératives. C'est aussi le cas dans Parkinson. Donc, c'est des fibres très stables dont on veut se débarrasser. Ils sont très difficiles à casser, qui ont donc un intérêt en biologie et sont parfois problématiques. Donc c'est un petit peu pour imaginer des applications potentielles de ces systèmes, parce que là on n'est pas dans des systèmes vivants, c'est juste des systèmes modèles.
Mais vous voyez que dans ces fibres très stables, si elles contiennent des moteurs, lorsque vous faites tourner ces moteurs, le travail mécanique détruit les assemblages et permet de changer de phase, là encore jusqu'à l'échelle macroscopique. Et puis je vais finir avec un dernier exemple qui fait un petit peu le lien avec les mousses. Alors ce n'est pas des mousses, mais c'est des surfactants anioniques également, qu'on a construits autour de moteurs moléculaires et qui ont pu être déposés à l'interface air-eau. On voit ici encore par AFM, on peut imager en fait à la surface la distribution de ces moteurs. Tout ce que vous voyez, hein, les petits points lumineux, c'est des moteurs. C'est la topologie en fait de cette surface. Donc on a une monocouche qui s'auto-assemble à la surface de l'eau, mais qui n'a pas d'organisation particulière, si ce n'est que d'avoir une épaisseur monomoléculaire. Et là, on a été très surpris dans ce travail de se rendre compte que quand le moteur était mis en rotation ici, bien, le système changeait totalement d'allure et s'organisait hors équilibre thermodynamique vers la formation de polymères supramoléculaires. Et on voit que le mouvement, ce qui n'est pas quelque chose d'intuitivement voilà, très évident, peut, dans certains cas, conduire à de l'organisation moléculaire avec des systèmes qui deviennent proprement actifs ensuite et qui permettent de maintenir des structures uniquement lorsqu'on leur fournit de l'énergie. Et puis quand on arrête de leur fournir de l'énergie, les structures ne sont plus stables. Un petit peu, finalement, même si là on en est très loin, à l'image des cellules vivantes dont je vous parlais au début de cette présentation. Voilà, donc pour conclure, ce que je voulais vous dire aujourd'hui en reprenant l'image de Richard Feynman, c'est que les moteurs moléculaires existent déjà dans nos cellules et qui sont à la base même du fonctionnement du vivant. Donc on connaît le potentiel, effectivement, qu'ils pourraient avoir si on était capable de maîtriser leur fonctionnement. Mais ce mode de fonctionnement, il est tout à fait particulier. Aujourd'hui, on le comprend, aussi bien d'un point de vue de la physique, mais aussi d'un point de vue de la chimie, puisqu'on est capable, depuis peu, de synthétiser, à partir de briques de base totalement artificielles, des moteurs moléculaires à donc, les échelles les plus petites qu'ils soient. Et on voit depuis très petit nombre d'années maintenant, les premiers travaux qui montrent comment on peut lier ces moteurs moléculaires les uns avec les autres pour produire des fonctions, et notamment comment on peut et on pourra, parce que ça ouvre évidemment plein de pistes, les intégrer dans des systèmes et des matériaux actifs de génération future. Donc ça ouvre une infinité de potentialités. Je reprends ici l'expression de Feynman. Lui, il l'avait décrit plutôt pour de l'organisation structurelle à petite échelle, notamment comment stocker beaucoup d'informations à l'échelle nanométrique. Mais on voit que le mouvement, et notamment la production de travail à l'échelle moléculaire, ouvre également une infinité de possibilités dans la dynamique des matériaux actifs qu'on pourrait mettre au point. Donc il y a évidemment, alors on est beaucoup moins avancé dans ce cas-là que sur les mousses en termes d'impact technologique ou d'application industrielle, mais on peut imaginer évidemment utiliser ces principes dans des domaines variés, comme la robotique souple, comme on dit aujourd'hui, les nanomédecines ou les nanotechnologies. Donc vraiment un grand merci à toute l'équipe, à tous nos collaborateurs, à l'Institut Charles Sadron et ailleurs, aux agences de financement pour les projets que je vous ai présentés. Et je voudrais également vous remercier pour votre attention aujourd'hui. Merci beaucoup.